Mes amis, l'histoire vraie que vous allez entendre aujourd'hui ne vous surprendra pas seulement, mais vous touchera profondément. Un médecin réputé, exerçant dans une clinique privée, a commis un acte absolument honteux lors d'un examen de routine sur une femme enceinte de 5 mois. Ce qu'il a fait va non seulement vous choquer, mais aussi vous mettre en colère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce que cette femme a fait ensuite, et ce qu'il est advenu de ce médecin, vous ouvrira véritablement les yeux. Alors, assurez-vous de suivre cette histoire jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement un récit, c'est une leçon de vie. Si vous trouvez la vidéo significative, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire aussi importante. Commençons. Ce matin-là, le ciel était couvert et l'air chargé d'humidité. Emily descendit du bus de la ville et marcha en direction du Midtown Women's Health Center. Enceinte de 5 mois, la jeune femme de 27 ans tenait dans une main un petit sac à main contenant son livret prénatal et une bouteille d'eau. Ses pas étaient prudents, mais déterminés. Elle avait entendu parler de cette clinique par son voisin, qui lui avait assuré que le médecin y exerçant était l'un des meilleurs de la ville, un obstétricien respecté, fort de nombreuses années d'expérience et équipé de matériel de pointe. D'ordinaire, Emily se rendait à la clinique gratuite pour ses contrôles mensuels, mais cette fois, elle souhaitait être rassurée par un professionnel plus expérimenté. À l'entrée, une jeune réceptionniste l'accueillit chaleureusement. « Tu es là pour ton contrôle mensuel, maman ?»« Oui, juste la routine », répondit Emily avec un sourire poli. Après avoir rempli les formulaires d'admission, elle attendit près d'1 heure avant d'entendre son nom résonner. « Mademoiselle Emily Hassan, veuillez vous rendre dans la salle d'examen numéro 2. » Dans la salle, un homme d'âge moyen, vêtu d'une blouse blanche impeccable, était assis derrière un bureau. Il avait l'air calme et confiant. « Bonjour, mademoiselle Hassan », dit-il avec un sourire professionnel. « Veuillez vous asseoir. »« Bonjour, docteur », répondit-elle en prenant place prudemment, son dos lui faisant souffrir à cause du poids croissant du bébé. « Des douleurs particulières ?» demanda-t-il en feuilletant son dossier. « Non, juste une visite de routine. C'est ma première grossesse. » Il hocha la tête et lui fit un geste vers la table d'examen. « Regardons le bébé. Vous pouvez vous allonger ici. Veuillez retirer vos vêtements et vous couvrir avec ce tissu. » Emily prit le drap, se dirigea vers le coin de la pièce, séparé par un rideau, et hésita un instant. Ce n'était pas la première fois qu'elle subissait ce type d'examen, mais d'habitude, une infirmière ou un technicien était présent. Ici, le médecin était seul. Malgré tout, elle s'allongea, se couvrit, et tenta de se détendre. Le médecin revint avec un échographe portable et du gel transparent. « Ce gel permet à l'appareil de mieux détecter les mouvements du bébé », expliqua-t-il. Au début, tout semblait normal, le gel froid sur le ventre, la sonde glissant doucement. Mais peu à peu, Emily sentit que la main du médecin descendait, touchant des zones qui n'avaient rien à voir avec une échographie. Son corps se raidit. « Cela fait partie de l'examen ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Ne vous inquiétez pas, je vérifie simplement la position du bébé, » répondit-il calmement. « Ne vous crispez pas. » Emily serra les bords de la table, le souffle court. Elle n'avait jamais vécu une telle situation, même avec son ancien gynécologue. Soudain, la main du médecin se déplaça encore plus bas, la touchant à des endroits qui la firent tressaillir. Sans prévenir, elle releva le drap et repoussa sa main. « Docteur, que faites-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. Le médecin haussa les sourcils, imperturbable. « Vérification du positionnement du fœtus. Un examen manuel est parfois nécessaire. »« Mais pourquoi m'avez-vous touché là ?» Emily se redressa brusquement, ses mains tremblantes tentant de remettre ses vêtements. Son visage était rouge, non de gêne, mais de colère. « Je m'en vais », déclara-t-elle en se levant précipitamment. Avant qu'elle n'atteigne la porte, le médecin s'approcha. « Mademoiselle Hassan, ne créons pas de malentendus. Une mauvaise interprétation pourrait provoquer une panique inutile. Vous ne voudriez pas cela, n'est-ce pas ?» Emily se figea. C'était une menace subtile. Elle n'était pas stupide. Elle savait faire la différence entre un contact clinique et une violation de son intimité. Elle se précipita hors de la pièce. Dans la salle d'attente, les regards se tournèrent vers elle alors qu'elle se dirigeait vers les toilettes. Elle s'y enferma, glissa au sol et pleura en silence. Elle se sentait souillée, trahie. Elle était une épouse, une future mère, et un homme censé prendre soin d'elle et de son enfant lui avait volé sa dignité avec une précision froide et calculée. Ce soir-là, Emily rentra chez elle, pâle et bouleversée. Son mari, Amir, un policier local, venait de terminer son service. Il la trouva assise en silence sur le porche. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as pleuré ?» Elle croisa le regard de son mari, et les larmes recommencèrent à couler sur ses joues. « Amir, il s'est passé quelque chose. Le docteur, il m'a touché de manière inappropriée. » Amir se leva brusquement, les poings serrés.
Quoi? Elle hocha la tête. Il m'a dit de ne le dire à personne, de peur que les gens ne comprennent pas. La douceur de la soirée disparut en un instant. La rage envahit la poitrine d'Amir, tempérée seulement par le besoin de réconforter sa femme. Tu n'as rien fait de mal, Émilie. Tu es une victime, et on ne restera pas silencieux. Mais il est respecté, bien habillé, célèbre. Et si personne ne me croit? Amir lui serra la main fermement. Tu m'as moi. Et je ne le laisserai pas s'en sortir comme ça. Ce qu'Émilie ne savait pas encore, c'est que ce moment ne serait que le début d'un long combat. Cette nuit-là, la pluie battait fort sur le toit de leur petit appartement du sud de Chicago. Les lumières du salon étaient tamisées, projetant de longues ombres sur les murs. Émilie, recroquevillée sur le canapé, tenait son livret prénatal contre elle comme une pièce à conviction. Un symbole de vie devenu, en un instant, le rappel brutal d'un acte de violation. Ses yeux étaient gonflés d'avoir tant pleuré. Son esprit rejouait les événements, encore et encore. Amir, toujours en uniforme, se tenait debout non loin, son chapeau posé sur la table basse. Sa mâchoire était crispée, ses mains contractées. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était un déchirement. Il avait juré de protéger les habitants de cette ville. Mais il n'avait pas pu protéger la personne qu'il aimait le plus au monde. Je vais déposer une plainte ce soir, dit-il doucement, mais avec détermination. Émilie leva les yeux, inquiète. Non, Amir, s'il te plaît. Il a des relations, des patients, de l'influence. Et si on disait que je mens? Amir s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Émilie, écoute-moi bien. Tu n'as rien fait de mal. Il a abusé de ta confiance. Et si on se tait, il pourrait recommencer, avec d'autres. Ses lèvres tremblaient. Je me sens sale, Amir. Sa main. La façon dont il m'a touché. Sa voix se brisa. Amir l'enlaça avec force. Tu n'es pas sale. C'est lui qui l'est. Tu es ma femme, la mère de notre enfant. Et je te protégerai. Nous n'allons pas le laisser s'en tirer. Le lendemain matin, Amir demanda un congé d'urgence à son service. Il ne donna pas de détails, il dit simplement que c'était personnel. Puis, accompagné d'Émilie, il se rendit dans une clinique publique reconnue pour son intégrité. Là, une femme médecin réalisa un examen complet physique et psychologique. Aucune blessure externe n'était visible, mais le diagnostic était clair. Traumatisme psychologique profond. Cela seul peut être recevable comme preuve, surtout s'il est appuyé par un témoignage, dit doucement la médecin. Amir et Émilie se rendirent ensuite à l'unité spéciale des victimes du département de police. Amir y retrouva un ancien camarade de l'académie, l'officier Miles Carter, aujourd'hui enquêteur principal. Je ne suis pas ici en tant que flic, Miles. Je suis ici en tant que mari. Ma femme a été agressée. Le visage de Miles se durcit. Je vais t'aider. Mais tu sais qu'il nous faut plus que sa parole. Elle doit faire une déclaration officielle. Amir regarda Émilie. Son visage était pâle, mais dans ses yeux brillait une lueur nouvelle, mélange de peur et de résolution. Elle hocha la tête. Je vais le faire. Elle fit sa déclaration. C'était long, difficile, brut. Miles ne l'interrompit pas une seule fois. Quand elle eut terminé, il fit glisser une feuille vers elle. On va ouvrir une enquête immédiatement. Le soir même, les rumeurs commençaient déjà à circuler dans le quartier. Au sein du groupe de mères qu'Émilie fréquentait, des chuchotements fusaient. Tu as entendu ce qui s'est passé à la clinique Meadow? On dit que le docteur Carter a touché une femme. Impossible. Il est tellement poli. Mon cousin ne jure que par lui. Parfois, ce sont justement les plus polis les pires. Émilie se sentit envahie par l'angoisse. Elle voulait disparaître. Puis, son téléphone vibra. Un message, d'un numéro inconnu. Madame Émilie, j'ai entendu ce qui vous est arrivé. Je suis allé dans cette même clinique. Il m'est aussi arrivé quelque chose de bizarre. Je n'ai jamais eu le courage de parler. Merci d'avoir osé. Émilie resta figée, le souffle coupé. Elle n'était pas seule. 3 jours plus tard, Amir, de retour en uniforme, se présenta à la clinique avec un mandat d'inspection en main. Accompagné de 2 détectives et d'une équipe médico-légale, il entra d'un pas décidé. Nous avons l'autorisation d'inspecter cette installation, déclara-t-il en montrant le document. La réceptionniste blêmit. Le docteur Carter n'est pas là. Il a pris un congé soudain hier. Nous entrons quand même. Ils passèrent en revue les salles d'examen. Tout était propre. Trop propre. Stérile. Parfait. Mais l'œil entraîné d'Amir repéra, dissimulé derrière une étagère, une minuscule caméra de sécurité. Il appela immédiatement l'unité technique. Derrière une armoire, ils trouvèrent un enregistreur DVR. La plupart des fichiers avaient été effacés, sauf un enregistrement, datant de 2 semaines auparavant. On y voyait une jeune femme assise, nerveuse, sur la table d'examen. Le docteur Carter entra, effectua des gestes de routine, puis ses mains commencèrent à errer.
La patiente tressaillit, visiblement mal à l'aise, mais ne réagit pas. L'équipe regardait en silence. Ça suffit, dit Amir. Sécurisez les images. Nous avons notre point de départ. Ce soir-là, Émilie était assise dans leur salon quand la sonnette retentit. Une jeune femme se tenait devant la porte. Nerveuse, les yeux brillants de larmes. Salut, je m'appelle Ila. J'ai vu ton nom aux infos. Je crois que j'ai été l'une de ces victimes, moi aussi. Le cœur d'Émilie se serra. Elle l'invita à entrer. Ila s'assit, serrant son sac contre elle comme un bouclier. J'avais 19 ans. C'était mon tout premier rendez-vous seul. Il m'a dit de ne jamais en parler. Je pensais que j'exagérais peut-être. Mais quand j'ai entendu ton histoire, j'ai su que je n'étais pas seul. Émilie lui prit la main. Tu n'es pas seule, Ila. Plus maintenant. Ila fondit en larmes. Merci. Merci d'avoir parlé. Émilie la serra contre elle. En la tenant ainsi, elle sentit quelque chose changer en elle. Oui, la douleur était toujours là, mais désormais, il y avait autre chose, un but. Ce n'était plus seulement son combat. C'était le leur. Et ce n'était que le début. À la fin de la semaine, l'enquête avait discrètement explosé en quelque chose de bien plus vaste que ce qu'Émilie ou Amir auraient pu imaginer. La nouvelle des images de la caméra cachée avait fuité dans la presse et attiré l'attention de Maya Kachen, une journaliste locale reconnue pour son engagement dans les droits des femmes et la dénonciation des abus systémiques. En moins de 24 heures, son article intitulé « La confiance trahie, un traumatisme caché dans une clinique réputée » faisait le tour des réseaux sociaux. Les hashtags Justice pour Émilie et Stop Abus Médical étaient en tête des tendances. Et alors que l'histoire gagnait en ampleur, un événement inattendu se produisit, des dizaines de femmes commencèrent à se manifester. Le téléphone d'Émilie vibrait constamment. « Émilie, je ne sais pas si tu te souviens de moi. Je suis allée dans cette clinique l'an dernier. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas, mais je me suis blâmée. Merci d'avoir parlé. Je suis prête à témoigner. » Chaque message ajoutait un poids nouveau, mais aussi une force. Amir, de son côté, passait ses soirées à la table de la cuisine, triant les déclarations, construisant un dossier plus épais que tout ce qu'il avait vu au cours de sa carrière. Il travaillait désormais avec l'unité de protection de la famille et des détectives femmes, elles aussi profondément investies dans l'affaire. Mais tout n'était pas que soutien. Une nuit, Émilie reçut un message anonyme provenant d'un numéro privé. « Arrête maintenant. Tu ruines la vie d'un homme bien. » Un autre, encore plus brutal. « Si ton mari n'était pas flic, tu serais déjà morte. » Les mains tremblantes, Émilie lut les messages. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, elle ne flancha pas. Elle fit des captures d'écran et les montra à Amir. « Ce sont des menaces. On les signale. »« Oui, » confirma Amir. « Et on renforce ta sécurité. Ils ne te toucheront pas. » Chaque jour devenait une bataille entre la peur et la détermination, entre le silence et la vérité. Le bureau du procureur assigna 2 procureurs à temps plein sur l'affaire. Pendant ce temps, la clinique était assiégée de critiques. Des manifestants se rassemblèrent devant le Midtown Women's Health Center, brandissant des pancartes. « Patiente, pas victime. Votre blouse ne fait pas de vous un dieu. » Nous croyons Émilie. Émilie, souvent à bout de force, restait chez elle. Épuisée, mais portée par une conviction nouvelle. Ila venait régulièrement lui rendre visite. Elle prenait le thé, parfois en silence, parfois en partageant leur histoire. « Je pensais que j'étais brisée pour toujours, » murmura un jour Ila. « Mais quand je te vois parler, je récupère un morceau de moi. » Émilie lui prit doucement la main. « Tu n'es pas brisée, Ila. Aucune de nous ne l'est. Nous avons été blessés. Mais maintenant, nous guérissons. » Puis vint le tournant décisif. Une ancienne infirmière de la clinique, Tessa Johnson, se présenta sans prévenir au poste de police. Elle tenait une clé USB et un carnet manuscrit. « J'aurais dû parler plus tôt, » dit-elle à Amir. « J'ai vu des choses. Je suis restée silencieuse parce que j'avais peur. Mais je ne peux plus me regarder dans le miroir si je me tais. » Sur la clé USB, des fichiers audio enregistrés secrètement. Tessa soupçonnait le docteur Carter depuis des années. Elle avait enregistré des conversations avec son téléphone. L'un des extraits fit l'effet d'une bombe. « Tu ne vas rien dire, pas vrai ? Je suis médecin. T'es juste une fille. Si tu parles, tu gâches ta vie. » Amir serra les dents en écoutant. Ça change tout. Ce n'est plus un simple témoignage. C'est un comportement prédateur documenté. L'enregistrement fut transmis au procureur et ajouté au dossier. Peu après, Émilie reçut une assignation à comparaître. Elle allait témoigner au tribunal. La veille de l'audience, elle ne parvint pas à dormir. Assise près de la fenêtre, elle regardait la rue plongée dans l'obscurité. Amir préparait du thé dans la cuisine. « Tu es prête ? » demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux, cernés mais brillants de courage. « Non. Mais j'y vais quand même. » Le lendemain,
le palais de justice était encerclé par les médias. À l'intérieur, la salle d'audience se remplit rapidement, journalistes, militants, membres du conseil médical, étudiants en droit. Le docteur Carter était assis à la table de la défense. Fini la blouse blanche. Il portait un costume gris, les traits tirés, visiblement fatigué, nerveux, presque furieux. Émilie fut appelée à la barre. Un silence total tomba sur la salle. Elle prêta serment, puis se lança. « Je m'appelle Émilie Hassan. J'ai été agressée pendant ce qui devait être un simple examen prénatal. » Sa voix tremblait au début, mais rapidement, elle retrouva sa force. Elle raconta tout. Depuis son arrivée à la clinique jusqu'à l'instant où elle repoussa sa main. L'humiliation. La peur. Le silence imposé. Et quand j'ai voulu l'arrêter, il m'a dit de ne pas parler. Que les gens ne comprendraient pas. Que je créerais une panique inutile. Il m'a fait croire que j'étais en tort. Mais ce n'est pas moi. C'était lui. Une larme coula sur sa joue, mais elle resta droite. Je suis ici aujourd'hui pour dire que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu. C'était un abus. Et je ne me tairai plus. Hila, assise dans le public, éclata en sanglots. Tessa lui prit la main. Le juge acquiesça doucement. Le tribunal remercie le témoin. Nous ajournons jusqu'à demain pour la suite des témoignages. Dehors, les flashs crépitaient. Les journalistes criaient. Mais Émilie marchait droit, fière et déterminée. Le monde savait désormais. Et il n'y avait plus de retour possible. Le lendemain, d'autres femmes témoignèrent. Hila entra dans le box des témoins, les mains tremblantes, mais la voix posée. J'avais 19 ans. Je n'avais pas d'assurance, alors je suis allée à la Midhome Clinic, parce que c'était abordable. Je pensais passer un examen prénatal, mais je suis repartie avec quelque chose de brisé en moi. Elle parla de la voix calme du médecin, de ses gestes déplacés, et du silence qu'elle avait gardé. Elle conclut. Je pensais que personne ne me croirait. Mais quand j'ai vu Émilie aux infos, j'ai su que je n'étais pas seule. J'ai réalisé que je devais aussi parler. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle d'audience. Le jury écoutait attentivement, le visage du juge figé par l'émotion. L'accusation a ensuite diffusé l'enregistrement secret de Tessa. La salle s'est figée. La voix du docteur Carter résonna dans toute la pièce. Si vous dites quelque chose, personne ne vous croira. Je suis le docteur. Tu n'es qu'une fille. C'était le son d'un pouvoir abusif, d'une arrogance, d'un sentiment de droit et d'une cruauté. L'avocat du docteur Carter tenta de s'y opposer, mais le juge rejeta sa demande. La défense se démenait pour sauver son dossier. Il fit appel à des témoins de moralité, d'anciens patients qui décrivirent le docteur Carter comme professionnel et gentil. Ils prétendirent que tout cela n'était qu'un malentendu, une chasse aux sorcières, un moment d'hystérie collective. Mais la vérité avait déjà pris racine. Le témoignage d'un psychologue spécialisé en traumatisme expliqua que les survivants tardent souvent à signaler leur traumatisme, et que leurs souvenirs sont fragmentés. Les victimes d'abus sexuels, en particulier lorsqu'ils sont commis sous couvert de soins médicaux, se dissocient souvent pendant l'événement. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est de la survie. Dans les couloirs à l'extérieur de la salle d'audience, des femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées s'embrassaient comme des sœurs perdues de vue depuis longtemps. Des dizaines d'autres étaient prêtes à témoigner si nécessaire. Les dirigeants communautaires, les organisations religieuses et les groupes de défense des droits civiques se sont ralliés à elles. Amir restait aux côtés d'Émilie tous les jours. La future mère, autrefois à la voix douce, était désormais saluée comme un symbole de courage. Mais elle n'était pas motivée par la reconnaissance. « Je n'ai pas fait ça par courage », déclara-t-elle à Maya, la journaliste. « J'ai fait ça pour que personne d'autre ne se sente comme moi, sale, impuissant, honteux de quelque chose qui n'était pas de ma faute. » Le dernier jour du procès arriva avec une grande impatience. La salle d'audience était pleine à craquer. Des fourgons de presse étaient garés à l'extérieur. Les partisans portaient des rubans bleus sarcelles en signe de solidarité avec les survivants d'abus sexuels. Le docteur Carter, désormais visiblement usé, évitait tout contact visuel. Son arrogance s'était transformée en panique. Le juge rappela la salle à l'ordre. Les 4 membres du jury se levèrent. « Nous, le jury, déclarons le défendeur, le docteur Christopher Carter, coupable de tous les chefs d'accusation. » Des halètements emplirent la pièce. Quelques personnes sanglotaient. Émilie ferma les yeux tandis que des larmes coulaient sur ses joues, non pas de douleur, mais de soulagement. Hila serra fermement sa main. Amir passa un bras autour des épaules de sa femme. Le juge poursuivit. Pour de multiples chefs d'inconduite sexuelle, d'abus d'autorité et d'entrave à la justice, ce tribunal condamne l'accusé à 8 ans de prison d'État, à la révocation permanente de son permis d'exercer, et à une restitution financière obligatoire aux victimes. Le docteur Carter s'effondra sur son siège. Son monde s'était enfin écroulé. Dehors, Émilie se tenait devant une mer de caméras et de micros.
Elle n'avait pas préparé de discours, mais sa voix était claire. La justice n'est pas une question de vengeance. C'est une question de sécurité, de dignité, et de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Au cours des semaines suivantes, Émilie reçut des lettres, des fleurs et des messages de gratitude de femmes de tout le pays. Certaines avaient des histoires à partager, d'autres se contentaient de dire « merci ». Elle forma un petit groupe de soutien avec Hila, Tessa et quelques autres. Elles l'ont baptisé « Plus jamais le silence ». Ensemble, elles visitèrent des écoles, des cliniques et des mosquées pour parler de consentement, de confiance et de courage. Émilie n'était pas seulement une survivante, elle était devenue un guide pour d'autres encore prisonnières du silence. Des mois plus tard, Émilie se tenait devant une salle remplie d'étudiantes en médecine lors d'une conférence sur l'éthique et la sécurité patientèle. Son ventre avait grossi, elle était sur le point d'accoucher. Elle était radieuse. « Je ne me souviens pas de tout ce jour-là, dit-elle, mais je n'oublierai jamais combien je me suis sentie petite. Je suis ici aujourd'hui non pas pour le revivre, mais pour vous rappeler de ne jamais abuser du pouvoir qui vous est donné. » Sous les applaudissements du public, Amir la regardait depuis le fond, les yeux emplis de fierté. Et lorsque leur petit garçon naquit 2 semaines plus tard, en bonne santé et fort, ils le baptisèrent « No », ce qui signifie lumière. Car de l'endroit le plus sombre où ils avaient vécu, une lumière s'était levée. Pas seulement pour eux, mais pour beaucoup d'autres. Et c'était vraiment la justice. Chers amis, ceci nous amène à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a touché et fait réfléchir. Dans un monde de silence, s'exprimer est un acte de courage. Unissons-nous pour la vérité, pour la justice et pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et dites-moi vous me suivez de quel pays. À la prochaine.